Olivier Paolo, bonjour. Bonjour. Merci de répondre aux questions de la communauté Dust France. Pouvez-vous commencer par vous présenter et puis présenter un petit peu l'univers après Dust du jeu? Je suis l'esclave sous-payé. Paolo Parente, illustrateur italien. Depuis le début de l'aventure Dust, j'habite en Asie parce que je le mérite et je m'occupe principalement du design des pièces pour jouer. Et Olivier s'occupe du moteur de règles et de l'univers. La grande équipe de Dust Studio. De personnes. On était trois. Est-ce que vous pouvez faire un petit historique du jeu maintenant? Parce que c'était les 10 ans l'année dernière. Les 10 ans de la conception. De la conception. Les 10 ans de la sortie seront l'année prochaine. C'était censé sortir avec AEG et FLG nous voulait absolument. Donc ils ont racheté la licence AEG et on a débuté finalement il y a presque 10 ans à la Gen Con 2010 avec la grosse boîte marquée FLG, mais c'était en sticker parce que les boîtes étaient déjà imprimées AEG et il y avait un sticker FFG qui couvrait la marque. Et comme ça. On avait prévu de faire un jeu de presque plateau pour s'amuser. Principalement, c'était un jeu pour avoir fun avec tes copains, ta famille, mais pas de prise de tête. Et qui était censé sortir après avec d'autres boîtes d'expansion plus ou moins de la même taille. Et FFG nous a imposé de changer tout ça. Ils ont dit non, on va devenir riche avec un jeu de figurines qui va faire de la concurrence à ce fameux jeu-là. Concurrence impossible à faire, déjà à l'époque. Et ont transformé notre gamme au lieu d'être une série de boîtes successives, c'était des unités, des blisters, une conception complètement différente de celle qu'on avait envisagée. Là, on y retourne. C'est l'évolution du marché où on a beaucoup de joueurs de jeux de figurines qui s'orientent vers le jeu de plateau. C'est ce qui avait fait un petit peu le succès du lancement de Dust, c'est que c'était une boîte unique avec des règles très simples. Il avait été question dernièrement d'un jeu de société, un jeu de plateau, Dust. On y travaille, normalement l'année prochaine. C'est un jeu d'aventure, peu de figurines, une exploration en tout cas assez classique dans l'univers Dust, avec des trucs intéressants. Mais c'est un vrai jeu de plateau. C'est un vrai jeu de plateau fait par des gens qui font des jeux de plateau. D'accord. Pas par moi. D'accord, c'est d'autres personnes qui ont planché sur les règles. Je peux rassurer tout de suite les gens, c'est pas moi qui fais les règles, c'est des joueurs de jeux de plateau qui aiment les jeux de plateau, qui font une conception, qui savent faire de la conception de jeux de plateau. Un rappel des mécanismes de Dust, mais c'est pas Dust, c'est dans le même univers. Avec, c'est un vrai jeu de plateau. Et c'est un vrai jeu de plateau. Il y aura des nouveautés chez les méchants, des trucs qui vont après sortir pour 47 aussi. Mais normalement, il y aura des nouvelles figurines. Et les héros, il y aura des héros classiques. Et des nouveaux héros. Et de nouveaux héros, ouais. Les règles sont bientôt terminées. D'accord. Oui. Voilà. Normalement, le jeu devrait être prêt à la fin de l'année. Pas prêt pour sortir, mais prêt pour être mis en production. Moi, je rêve de le sortir pour la wave du Noël 2020. Il me semblait que ce qui avait été évoqué pour le jeu de plateau, c'était un combat dans les souterrains en Égypte entre le culte et des héros. Quand le culte des héros, c'est pas dans un souterrain. C'est pas dans un souterrain, mais. D'accord. Mais après, voilà, on commence avec un environnement, et après, le jeu pourra se déplacer dans d'autres environnements, mais pour l'instant, non, on est sur une île. Et toutes les nouvelles figurines seront utilisables dans le jeu, dans le wargame? Absolument. Ah oui, bien sûr. C'est Bien sûr. ça. Oui, parce que ça reste la Notre même gamme de credo, figurines. C'est clair que nous, on veut que les figurines, on sort des figurines, elles soient jouables dans le jeu 47, absolument. Paradise Lost, c'est un livre pour la fin d'année, normalement? C'est la nouvelle campagne. C'est la confirmation des thématiques qu'on a introduites l'année passée avec la campagne, c'est-à-dire l'arrivée des Cthulhu, des mythos sur la planète, plus en masse, et les conséquences
Pour la première fois, c'est une campagne qui se déroule sur la planète entière et pas seulement dans le désert. Donc on a 5 zones de combat, de 6, pardon. Pourtant, j'ai pris des photos. Mais ma mémoire est ce que c'est. Donc on va jouer dans les neiges, dans le désert, en Italie, au Pacifique. Donc il y a beaucoup de changements, même là, avec des règles spécifiques pour chaque zone de déploiement. C'est très intéressant. Donc ça reste axé sur le combat face au culte, aux grands anciens. Pas uniquement. Bien sûr, ça c'est la big bad news. Hein. Les cultes ils arrivent, c'est une arrivée en masse. Est-ce que ça va servir d'introduction pour les Vrils? Il y en aura encore une. Il y a encore une. La prochaine, c'est la suite de Paradise Lost. En avant-première mondiale, les Vrils sont repoussés d'un an. Donc, ils ne sortiront pas pour le Noël 2020, mais pour le Noël 2021. Et le Noël 2020 verra une autre campagne qui s'appelle Downfall et qui raconte plus en détail la guerre qui commence avec Paradise. Donc dans Paradise Lost, tu as 6 champs de bataille, 6 zones, 3 scénarios par zone. Et donc dans Operation Downfall, tu as la suite. Les 6 mêmes champs de bataille, la suite des scénarios, la fin des histoires qui ont été commencées dedans. Dans Paradise Lost, tu as aussi, il faut qu'on parle de ça, il y a des nouvelles maps, des nouveaux posters de jeu, avec de la jungle, avec des plages de débarquement, avec des rivières. Et dans Downfall, donc dans le suivant, tu vas avoir encore des nouveaux environnements de jeu qui vont venir se greffer là-dessus. D'accord. Donc ça, c'est bien. Okay. Ils sont à papier, mais il y en a 4 avec le livre, plus une planche de pions. Et le livre, le poster, c'est très riche. Noël dernier, donc c'était l'arrivée des Japonais. Oui. Pour Noël fin d'année. Objectivement, il faut reconnaître qu'on a des factions qui ne sont pas complètes aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc notre travail, cette année et l'année prochaine, c'est de compléter ces factions avant de sortir les Vrils et d'arrêter ce type de sortie qu'on a fait jusque-là. Avec les Japonais, on a fait mieux. L'armée japonaise était presque jouable du jour de la sortie, ou 3 mois après. Avec les Vrils, on veut vraiment faire une armée jouable à la sortie. Bon. Pour y arriver, il faut travailler un peu plus et le préparer mieux. Et donc, tout ce temps entre ici et la sortie des Vrils sera de compléter les factions existantes et donner à toutes une boîte de commandement de HQ, de Headquarters, une boîte d'armée, d'autres boîtes en complément pour vraiment faire de façon que ces factions-là, même les plus nouvelles, soient complètement jouables. Il y a encore beaucoup de choses à étoffer avant de sortir des grosses nouveautés, en fait. Notamment les gros mechas, le style samouraï. Il est toujours, lui, il est prévu pour quand? Il est toujours d'actualité en modèle résine, soit en modèle kit, soit en premium. Si c'est pas pour Noël, c'est la première moitié de la prochaine année. Disons, d'ici à juin de l'année prochaine, il sera sorti en résine. Ce type de méca, ça va rester du marcheur lourd classique Rancet ou avec des règles spécifiques, de nouvelles règles? Non, c'est du Rancet classique. D'accord. Il a beaucoup de points de vie. Ouais. Il n'y a pas de classe d'armure, il n'y a pas de nouvelle classe d'armure. D'accord. Donc les 2 prochains Noël, renforcement des armées actuelles? Oui. Ouais, voilà, c'est toute la prochaine année en fait. Les gens ne le savent peut-être pas. On a aussi dû déménager cette année toute l'usine et toute la société en Chine. Ça a perturbé beaucoup nos opérations. Pour retourner à notre esprit du début, où on voulait faire des boîtes, on est en train de développer la gamme de façon plus rationnelle, c'est-à-dire tu commences par ton starter set, tu choisis ta faction, tu fais ton starter set, il faut qu'il y ait disponible la boîte d'armée, il faut qu'il y ait disponible la boîte HQ, il faut qu'il y ait disponible notre 4e boîte, la boîte mystère, mais ce sera des trucs plus lourds. Non? Si tu regardes notre gamme aujourd'hui, quelques factions sont déjà complètes de cette façon, mais beaucoup ne le sont pas. Et pour arriver à faire ça, j'ai besoin de développer des infanteries, par exemple pour le mercenaire, parce que les mercenaires ont un type d'infanterie aujourd'hui. Pour le PLA, pour les Japonais, bien sûr. Ça prend du temps, on les a sculptés.
Là, il faut faire les moulages, il faut les tirer. Déjà ça, d'ici à la fin de 2020, on aura moyen de sortir toutes ces factions de façon complète. C'est très important. Les factions, à mon avis, doivent être développées une fois que l'armée est conçue dans sa complexité, non, complètement. Complètement. Pardon, sorry for my French. On a envie de faire des factions dans les Japonais. On ne le fait pas encore. Pour le moment, tout est japonais. Après, quand il y aura de quoi faire et de séparer les factions, on le fera. Ce sera la même chose pour les vrils. Parce qu'encore une fois, je trouve qu'on a fait l'erreur de développer trop de factions trop vite. Par exemple, le PLA, les Chinois, c'est la faction qui a souffert le plus. Parce qu'au final, pour le moment, ils n'ont que des trucs recyclés d'autres factions. C'est quelques personnages, quelques figurines, mais c'est très peu. Je trouve que c'était une erreur. Après, moi, j'aime bien la faction du PLA, et là, on va lui donner de l'infanterie que à eux, pour eux, tu vois, et Leur donner une personnalité, dont elle manque pour le moment. Ouais, il faut faire ce travail d'abord. Les vrils, on en parlait un petit peu tout à l'heure, donc sur l'évolution artistique, on tend vers quoi alors sur les... Eh ben, sur une armée vril qui est Pulp, qui est une armée générée par la vision des humains des années 50-60, donc des aliens classiques de la science-fiction Pulp. Je trouve que c'est le look le plus cohérent par rapport à notre univers, et pas seulement que les gens s'attendent, mais aussi que moi j'ai envie de proposer. Des marcheurs chez les vrils ou pas? Ben non. Non, ils ont dépassé ce stade depuis longtemps. Les marcheurs pour les vrils, c'est une vieille technologie. Donc je prévois des véhicules antigraves qui se déplacent de façon bizarre, avec des champs d'énergie. Donc une nouvelle façon de jouer aussi. Peut-être moins d'unités, mais très bien protégées, très, très, très difficile à éliminer. Voilà, des armes très puissantes. Voilà, une technologie quand même supérieure à celle qui est sur la Terre aujourd'hui, en 1947. Voilà. Je voulais revenir un petit peu sur justement l'arrivée de Cthulhu dans l'univers de Dust. Ça avait scindé un petit peu la communauté, parce qu'on peut voir des joueurs historiques avec la vision de Dust qui était un petit peu Stalingrad. Puis l'arrivée de Cthulhu, si je force un petit peu le trait, on est passé d'un jeu vraiment historique à un jeu d'aventure, voilà, plus pulp. Du coup, on a perdu une partie de la communauté qui se retrouvait aussi sur des jeux comme Bolt Action ou Conflict 47, qui ont été un petit peu déçus et qui ont justement un petit peu abandonné l'univers. J'imagine que le côté Cthulhu vous a ramené des nouveaux joueurs. L'opération reste positive pour vous? C'est intéressant parce que moi, quand je cherche dans mes archives, je crois que la première fois que j'écris Avatar, of Nyarlathotep, je crois que c'est en 2012. Est-ce qu'elle était exprimée ou pas? Ça, je me souviens pas très bien. Mais c'est une volonté qui est très ancienne. Ça fait très longtemps qu'on veut faire ça. Après, la communauté française et la communauté, elle a toujours été divisée entre les fans de l'histo qui se retrouvaient jusqu'à un certain point dans notre univers, mais qui avaient même déjà du mal avec les zombies et les gorilles. Ouais. Qui voulait jouer des Panzer Division, mais sur marcheur, on va dire. Et une communauté, à l'inverse, qui était extrêmement pulp et qui voulait plus de super-héros et plus de... Bon. Nous, on navigue entre les deux. Voilà, un jeu trop pisto, ça nous plaît pas. Et un jeu trop pulp, ça nous plaît pas non plus. Le combat de super-héros, on n'est pas là pour ça non plus. Donc, je pense qu'on est bien au milieu, entre les deux. Mais voilà, après... Toulouse, ça a toujours fait partie des choses qu'on voulait faire. Mais vraiment depuis longtemps. Qui marche bien. Oui, oui. Énormément. C'est un numéro 2 en vente après les mercenaires. Mais ça nous a apporté beaucoup de nouveaux joueurs et de nouveaux types de joueurs. Donc on a eu les copines de nos joueurs qui finalement se disent avec cette faction, je peux commencer à jouer avec toi parce que j'aime bien les créatures, les femmes, les enfants. Parce que voilà, aujourd'hui, peut-être les enfants, ils ont aucun intérêt vers la Deuxième Guerre mondiale. On a vraiment récolté beaucoup de nouveaux joueurs. Et que ça a été très positif. Et après, voilà, je suis désolé si on a déçu quelqu'un. En même temps, t'as Bolt Action pour jouer ça, t'as d'autres choses qui sont magnifiques. T'as des gammes entières dédiées à la Deuxième Guerre mondiale. Dust n'a jamais été que la Deuxième Guerre mondiale. Nous, on a en tête une épopée qui part de 1947 et arrive jusqu'aux années 60, où c'est une space opera. Dust 63, c'est toujours dans les tuyaux, ça reste bien sûr, lointain. C'est une grande avis qu'on a de faire. Ça ne sera pas demain. Non, c'est loin. Il faut d'abord compléter 47, le faire bien.
On sait ce qu'il y a dedans, mais on ne sait pas quand ça va sortir. Mais on a plein d'idées de ce qu'il y a dedans, oui. Mais voilà, oui, on est en 663. Et ça fait 30 ans qu'il y a du VK sur Terre. Et on va dans l'espace. Il y a 30 ans de distorsion de la réalité. Et les gens savent bien qu'on a toujours voulu faire évoluer notre univers. Donc. Là, c'est toujours à l'état de projet, c'est de souhait, de rêve. Absolument. Ah oui, là, on est très loin. Parce que financièrement, Oui, c'est un type d'investissement qu'on ne peut pas faire comme ça d'un jour à l'autre. Et ce ne serait pas sous forme de jeu de plateau? Oui, et même dans une échelle plus petite. Mais c'est une envie. On n'a rien dans les mains. On va reprendre le jeu de rôle Dust, en fait, complètement, et on va faire quelque chose de très bien. Il existait déjà Dust Adventure. Il était déjà, mais on va retravailler ça. On va récupérer les droits. Voilà. Donc ça va. Diffuse, qui ne s'occupait plus de Dust depuis quelque temps. Et on va continuer même la timeline de Dust à travers le jeu de rôle. Du jeu de rôle. Donc le jeu de rôle va nous emmener en 1955 pour un premier arrêt en fait. Il va commencer en 47 parce que voilà, il faut qu'il y ait un jeu de rôle qui soit dans notre monde. Mais après il va nous emmener en 1955, donc on va voir l'évolution du monde. Donc ça, ce sera à travers du background de JDR, parce qu'on va pas faire 3 timelines de figurines. Et ensuite, on fera 63 avec un accompagnement au jeu de rôle bien sûr, mais voilà avec des figurines. Donc voilà, il va y avoir 3 étapes. Il y a plusieurs étapes de développement, mais tout ce qui va se passer entre 47 et 63, ce sera compté à travers du matériel de jeu de rôle. Le projet du jeu de rôle, on est où? En écriture. Au début, mais oui, ça écrit. D'ici 2 ans, c'est sûr. D'ici 2 ans, c'est sûr. Hein. Mon rêve, c'est de sortir aussi en 2020. Ça va être chaud. Ça dépend de Chris. Non, c'est trop chaud. Mais voilà. C'est trop chaud. Mais Chris Light est en train de s'occuper de ça. Uniquement en version anglaise, j'imagine? Pas forcément. On commence à faire des versions, tu vois, on a les directs en français aujourd'hui, même en allemand. L'année prochaine, tous les starter sets sortiront avec un livret multilangue. Donc notre futur est aussi multilangue. S'il y a moyen de le faire en français. Le français sera toujours notre deuxième langue en tout cas. On va parler un petit peu maintenant de l'entreprise, Dust Studio. Donc c'est le nom de la raison sociale de l'entreprise. Yes. Donc Dust Studio, pour revenir à l'activité, c'est uniquement Dust? Vous travaillez, vous sous-traitez pour d'autres marques, comment ça se passe en fait? Qu'est-ce que vous faites? On est fournisseur de services. 70% de notre activité, c'est la fabrication de figurines ou de jeux complets pour autres marques. Mythic Battle, on fait presque tout pour Mythic Games aujourd'hui. On est très fiers de fabriquer tous ces produits-là qui sont très très forts et des très bons jeux, des très bons produits. On s'occupe principalement du plastique, mais aussi de tout ce qui est papier, impression. On fournit un service complet. Ça nous occupe, je dirais même, je dis 70%, c'est pas vrai, c'est même 85% de notre Donc c'est ça. Dust, le jeu Dust, c'est 15% de l'activité en gros de... Oui. Le jeu Dust, il faut se rendre compte qu'il est devenu rentable que l'année passée. Ça nous a pris 10 ans avant de commencer à ne pas perdre de l'argent. Ça fait qu'une grosse deux petites années que vous gagnez de l'argent avec Dust. Et gagner de l'argent, c'est un gros mot. On n'a pas de dette, ça c'est très bien. Et on est tous payés tous les mois. D'accord. Mais c'est tout, ça nous a pris longtemps. On a eu beaucoup de mésaventures, ça c'est pas un secret. Et en plus, voilà, faire un jeu de figurines en plastique rentable aujourd'hui, c'est très 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 dur. Parce que les coûts de moulage, de sculpture, de toute la pré-production, ça coûte énormément cher. Dust Studio, ça s'organise comment? On est 6 personnes dans le studio. Olivier, moi et 4 Chinois, que je viens de Hong Kong. Et on organise tout. Après, on a un studio en Chine où on produit Dust. Uniquement Dust. On a 12 employés. On est tout petit, on est minuscule. Notre boss, William Yao, qui est l'actionnaire majoritaire, il est très conservateur. Donc il ne dépense pas plus qu'on peut, jamais. Donc il garde la structure la plus petite possible pour être sûr de ne pas aller dans le mur. Voilà, il est très très conservateur, mais correctement. Tu vois, il nous a gardé quand même en vie, même pendant les périodes les plus bouleversées. On est très content et très reconnaissant de ça. Il y a des distributeurs sont donc des entités indépendantes. Même Dust USA, c'est une société américaine
qui ne nous appartient pas. C'est totalement indépendant en fait. Oui, c'est vraiment une société dédiée à la distribution de nos produits, et même de nos futurs produits, parce qu'on a bien sûr des projets. Les grosses productions sont suivies par notre staff de 6 personnes. Je travaille avec des usines qui travaillent pratiquement uniquement pour nous, ou avec nous. La différence, justement, c'est dans l'expertise. Notre staff, nous-mêmes, avons un savoir-faire de la figurine qui d'autres usines en Chine n'ont pas, ou l'amour, même l'orgueil de faire toujours un produit top-notch, le plus bien fait possible, que d'autres usines n'ont pas, parce que une fois que c'est sorti, c'est payé. Nous, on fait vraiment un bon boulot, et c'est pour ça qu'on a quand même beaucoup de clients qui souhaitent avoir un produit de qualité. Pourquoi le déménagement récent de l'entreprise? Non, parce que on était dans la banlieue industrielle de Shenzhen. Et la ville de Shenzhen, il faut savoir que c'était un village il y a 30 ans. Aujourd'hui, c'est un village de 14 millions d'habitants. En face de notre usine, la mairie a commencé à construire une station de métro. Donc cette zone devait être renouvelée. Les besoins d'habitation, etc. Donc notre contrat de location terminé en juillet. On avait discuté jusqu'à septembre avec le propriétaire. Le propriétaire a eu une bonne offre par le développeur pour son terrain. Et donc, nous a dit, s'il vous plaît, partez en juillet. Donc, c'était vraiment pas... D'accord. On a su ça en juin, bien sûr. Donc, partir en juillet, la panique générale. Et donc, là, on est parti plus loin encore, plus Vous êtes où maintenant? Plus dans les terres. C'est encore Shenzhen, c'est la vraie dernière banlieue de Shenzhen. Après, la rue d'après, c'est plus Shenzhen. Sur le poids des différents marchés, il y a des différences. Le principal marché, ça reste les États-Unis. Pour notre type de produit, j'étais surpris de comprendre que l'Europe aujourd'hui est plus importante que les États-Unis. Pour nous, personnellement, ce n'est pas le cas. Les États-Unis consomment plus de dast que l'Europe. Un peu plus, pas 2 fois plus, un peu plus. L'Asie, on a des communautés à Singapour, on a une grosse communauté très active aux Philippines. Hong Kong, il y a très peu de joueurs. Au Japon, je connais personne qui joue à Dast. En Chine, à Shanghai, il y a un groupe qui joue Dast. Mais voilà, l'Asie, c'est pas vraiment un gros marché pour la figurine non plus. Enfin, c'est naissant, mais voilà, on est très très loin. Et il y a des différences de consommation sur les différents marchés? La première vente pour tout le monde, c'est les mercenaires. La deuxième vente pour tout le monde, c'est Cthulhu. Après, c'est l'Axe. C'est le Blutkreuz. Vous pouvez nous expliquer rapidement le process qui conduit d'une idée d'une figurine jusqu'à sa commercialisation? Il y a 1 an de travail sur une pièce. Ça va être différent entre une figurine et un marcheur? Il y a une différence dans les matériaux et dans les techniques de moulage. Mais de la conception au produit final, c'est plus ou moins le même parcours. Plus rapide, entre le moment où on en discute tous les deux chez moi et le moment où les gens ont le produit en main, si on fait un miracle, c'est 1 an. C'est plutôt 1 an et demi, 2. Entre le moment où on en discute et le moment où toi, tu as la figurine dans la main, il y a 1 an, à peu près. Idéalement, ça ne prend pas 1 an. Tu pourrais avoir l'idée aujourd'hui, le concept la semaine prochaine, la sculpture, ça ne prend pas plus qu'une semaine, pour une figurine surtout, 1 mois pour un véhicule, et 2 mois plus tard, tu pourrais avoir le moule fini. Donc 6 mois, ça pourrait tenir. Mais avec tous les délais qu'on a, surtout tous les autres produits qu'on fabrique, Dast, c'est fait un peu plus lentement. Et donc, on part 1 an, normalement, de la conception à la sortie du produit. Combien ça coûte, le développement d'une figurine? Une figurine? Alors, une figurine, un exemple de figurine de Dast de taille humaine, dans un moule, on en met 4. Et c'est un moule qui coûte $6 000. Que le moule. Mais pour 4 figurines, tu as au moins 2 000 € de sculpture. Tu as autant de concepts. Un véhicule prend entre 3 et 7 moules. Et c'est des moules qui sont plus chers. Donc, et c'est des mois d'engineering. Pour la finalisation du moulage, il y a beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Donc oui, c'est cher. Au niveau de l'entreprise, vous êtes les 2 têtes pensantes de la création Dans la création, absolument oui.
Ça se passe comment? C'est que chacun a ses idées dans son coin, on discute avec l'autre, ça vous arrive de pas être d'accord? Qui a le dernier mot entre les deux? On n'est pas d'accord sur beaucoup de choses, mais pas sur la création. Bizarrement, là, on est très en accord, je trouve, là-dessus. C'est un échange. C'est un échange. C'est un échange. Il a ses idées, j'ai mes idées, mais on chacun a... apporte Ouais. beaucoup. Vous vous voyez souvent parce que toi, Paolo, t'es plutôt en Asie. Sur Skype souvent. Oui. Ouais, non, on se voit malheureusement très peu. Ça, c'est le problème Ouais, de la création. Le problème principal de notre boîte, c'est qu'on travaille tous trop éloignés l'un des autres. Ouais. Donc des fois, même il y a des grosses pertes de temps parce que communiquer, c'est pas évident. Sur la création, depuis le début, moi, je trouve qu'on est très en phase. Soit c'est Olive qui développe une idée et moi je donne une forme, ou des fois j'arrive avec une idée et lui la rend jouable. Voilà, c'est Oui. dans les deux sens. Et puis très souvent, et puis voilà, et les moments où on est ensemble, et tiens, qu'est-ce qu'on ferait pour eux? Ah bah tiens, on ferait ça, on ferait ça. Des On se discussions. retrouve au moins 2 fois par an, une bonne semaine ensemble pour discuter dans le détail l'année prochaine ou les 6 mois qui viendront. Et après, c'est du Skype, c'est des emails, c'est des documents. Au sein du studio, il y a quand même eu, il n'y a pas très longtemps, ça remonte un petit peu maintenant, le départ de Vincent Fontaine. Oui. C'était un membre important au niveau de la peinture. Vous l'avez remplacé. Et pas seulement le peintre, il a fait de la direction artistique, il a beaucoup contribué au visuel de Dast pendant toutes ces années. C'est moi qui fais 50% de son travail, donc je suis bien chargé. Et il avait un aide dans notre staff chinois, le maître Sifu, on appelle, qui aujourd'hui fait, qui déjà à l'époque faisait tous les véhicules pour Vincent. Vincent avait à faire des retouches. Aujourd'hui, le Sifu il fait des véhicules complètement lui-même. Pour les personnages, Vincent nous aide encore en freelance. Donc il est parti de la boîte parce qu'il avait l'occasion de gagner mieux sa vie, et pourquoi pas. Hein. Mais en même temps, il est lié à Dast, donc il a toujours envie de faire de la peinture. Je lui donne principalement les personnages importants pour la peindre. Voilà. Mais après, il y a Sébastien Pic, il y a Martin Grandbarbe. Là, je travaille avec des peintres anglais quand j'ai besoin. Voilà. Et pour la sculpture, vous travaillez avec qui? Surtout Guy Gaumont. D'accord. Yannick Enbo, Valerio Terranova, et quelques pièces vraiment spéciales. Joaquin Palacios, qui est un espagnol, un maître absolu de la sculpture, plutôt dans la figurine de collection que dans le board game. Celui qui a fait notre Avatar de Cthulhu, l'Avatar de Nyarlathotep. Voilà. Des grosses pièces. On travaille avec peu de sculpteurs pour garder le plus possible la gamme cohérente. Je vais finir par 2 petits points. C'était savoir un petit peu, nous expliquer le changement dans la distribution avec le Premium et le Model Kit qui est resté en vente sur Dust Studio, mais il n'y a plus le Prime. C'est important. Alors déjà, il n'y a plus de Prime. Vous verrez, c'est une bonne surprise. Vous verrez, maintenant le produit va s'appeler Ready to Play. Ces figurines sont montées, mais non sous-couchées. Elles sont tirées dans le plastique de la bonne couleur. Et les détails sont vachement mieux. Aujourd'hui, je sais que sous-coucher les figurines, c'était une erreur. À l'époque, ça me paraît la seule solution possible. Mais en fait, non. Les figurines sont extrêmement plus belles sans la sous-couche. Tu vois tous les détails et tout. Et comme aujourd'hui, ils sont injectés dans la bonne couleur de plastique, vous verrez la différence. Il n'y a pas une différence de couleur. Donc, l'armée, les nouveautés seront mélangeables aux autres figurines. Dès la wave de Noël. D'accord. Les sorties sous-couchées. Parce que l'usine, on a déménagé, elle est située dans une zone résidentielle, et donc on n'a pas droit à utiliser des solvants, des trucs. Toute nouveauté va être fabriquée sans sous-couche, mais dans la bonne couleur. Et nous, en fait, on avait des problèmes de conflit d'intérêt entre nous et nos distributeurs. Et la façon pour les régler proprement, ça a été d'arrêter, nous, comme studio, de vendre les produits que nos distributeurs distribuent. Donc eux, ils s'occupent du Ready to Play, nous, on va s'occuper du Collector et du Premium, uniquement. Mais voilà, les distributeurs pourront aussi avoir le modèle kit s'ils le souhaitent, mais le core du produit qui est distribué, c'est le Ready to Play, ou le Prime, comme c'était avant, et ça, c'est pour eux.
et le reste est pour nous. Comme ça, on ne sait pas vraiment les choses. Et c'est pour ça qu'on a enlevé le Prime de notre site. Le problème, c'est que notre site est très vieux dans sa conception et ne permettait pas d'enlever la catégorie du menu. Donc on a pu cacher les produits, mais pas enlever la catégorie. Mais le nouveau site est en train d'être préparé, où la catégorie ne sera plus là. Et après, voilà, avec la sortie, quand on s'approche à la sortie de Noël, je vais faire des articles sur le net, avec des belles photos, pour montrer la jolie différence entre le sous-couché et le ready-to-play. Sur notre nouveau site, il y aura une partie catalogue qui montrera toute l'historique des produits, même qui sont plus fabriqués, mais il y aura la totalité des produits pour que ceux qui veulent se rendre compte. Ça peut peut-être être aussi un choix de laisser le ready-to-play au distributeur pour pas les concurrencer non plus. C'est la raison principale. Ouais. Surtout l'Amérique sentait une concurrence de notre côté. Premium. Le premium sera chez nous maintenant. Oui, en plus le premium, vu la nouvelle usine, comme on ne peut pas faire de solvants, etc., c'est fait dans un autre lieu et on commence que le faire là en octobre. Donc pendant 3 mois, on n'a pas fait de premium. Donc les quantités vont être réduites, les prix vont augmenter et ce n'est que pour notre website. Oui, il faut que les fans de premium se rendent compte que voilà, tout augmente en Chine. La production du premium, elle est très chère, elle est de plus en plus chère, donc c'est difficile à produire. On va produire des petites quantités, donc les prix vont augmenter. C'est inévitable. On parlait des États-Unis, les différents commerciaux entre US et Chine, ça vous pose pas de problème pour le moment? Ils annoncent des taxes d'import que les distributeurs européens affrontent à chaque fois qu'ils ressortent la marchandise. Donc pour l'Amérique, c'est une première. Mais voilà, nos distributeurs italiens ou européens payent 20% de TVA avant de recevoir la marchandise. Donc les Américains vont faire la même chose. Quelque chose à rajouter ou pour finir? Dast traverse son époque d'or, la communauté grandit, les ventes sont bonnes, donc le futur est assez prometteur. On va avoir de très très bonnes nouvelles à annoncer bientôt, j'espère. Ouais. On prépare de nouveaux jeux, on prépare des trucs. Dans 6 mois, il y aura une présentation à la Gamma de nouveaux jeux. Merci beaucoup. À vous. Merci à vous. Bon jeu.